Notre grand débat dans les vraies voix, de la police, de la gendarmerie à la justice, il n'y a qu'un pas. L'avocat star Dupond-Moretti à la justice. Les magistrats parlent de déclaration de guerre. Dupond-Moretti rétorque. Il dit tout simplement, ici ce n'est pas le ministère de la guerre, mais celui des libertés. Question, Dupond-Moretti peut-il sauver la justice? La justice mal en point en France. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, pour le moment, c'est un non à 76%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Béatrice Bruguère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Carbon de 16, avocat pénaliste qui est en studio avec nous. Bonsoir Carbon de 16 et merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors avant de vous donner la parole, on écoute le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui a répondu ce matin aux magistrats qui ont dénoncé sa nomination, la comparant à une déclaration de guerre. On écoute. Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. Pendant près de 36 ans, j'ai sillonné la France, dont je connais tous les tribunaux. Je le confesse, je n'ai pas de la justice une connaissance technocratique. Je la connais humainement. Je la connais intimement. Je la connais, Nicole, charnellement. Voilà le garde des Sceaux, le nouveau garde des Sceaux lors de la passation de pouvoir ce matin avec Nicole Belloubet. Béatrice Bruguère, honneur aux dames. Vous êtes rassurée après ces déclarations ? C'est pas une question d'être rassurée ou d'être inquiète. Aujourd'hui, c'est vrai que la nomination à chaque fois d'un nouveau garde des Sceaux est une inconnue. Notre nouveau garde des Sceaux, lui, part avec déjà, j'allais dire, un peu un poids négatif, puisque beaucoup de magistrats se sont émus quand même, si vous voulez, de cette nomination, dans la mesure où on a eu quand même déjà des mots ou des échanges assez difficiles avec Maître Dupond-Moretti. Oui. Moi, je fais la distinction entre Maître Éric Dupond-Moretti et le nouveau garde des Sceaux. J'estime que c'est pas la même fonction. Donc, à partir de là, c'est une inconnue, mais c'est aussi une confiance. J'attends qu'il nous explique exactement quel est son plan, sa vision, son cap, et après, on jugera sur les actes. Est-ce que vous ne craignez pas quand même, Béatrice Bruguère, que Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ait envie de se payer, si je puis dire, bon, c'est une image, bien entendu, ait envie de se payer quelques juges de gauche, voilà, parce que vous êtes quand même considéré souvent comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, il pourrait vous chercher la misère ? Écoutez, moi, je ne peux pas ce procès d'attention parce que je pense d'abord que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Alors, c'est sûr qu'il va falloir qu'il pense un peu contre lui-même par rapport à la manière dont il regardait la magistrature. Avec ça, nous, on est prêts à venir aussi défendre nos intérêts, à expliquer comment ça fonctionne. Il nous a expliqué qu'il avait une connaissance charnelle, intime de la justice. C'est vrai. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, maintenant, c'est des propositions, j'allais dire concrètes, sur une vraie réforme. Donc il nous dit qu'il n'est pas content de la justice qu'il a connue, même s'il reconnaît qu'il y a eu des bons magistrats. Nous on lui dit d'accord, ok pour une réforme, mais une vraie réforme. C'est pas simplement du punchline sur des radios ou, si vous voulez, des coups de communication. Donc on jugera sur les actes, on jugera sur son projet. Encore une fois, je fais bien la part des choses entre ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand avocat, et ce qu'il sera et ce qu'il nous démontrera et ce qu'il est capable de faire. Alors Béatrice Bruguère, restez avec nous. Je vais donner la parole à Carbon de 16, évidemment, qui est en studio. La première mission, finalement, de Dupond-Moretti, c'est quoi, selon vous? Est-ce que c'est pas, tout simplement, trouver des moyens, trouver et se battre pour des budgets pour la justice? Parce que, enfin, quand même, je le rappelais tout à l'heure, il y a eu une époque sous Nicolas Sarkozy où on a fermé des petits tribunaux, où on a supprimé des postes. On nous a dit, dans les années qui ont suivi, qu'il n'y avait plus de stabilo, qu'il n'y avait plus de stylo, qu'il n'y avait plus de papier dans les tribunaux. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut se battre d'abord?
Évidemment, oui. Pourquoi le budget est important? Parce qu'il faut que la justice soit lisible pour qu'il y ait une adhésion du justiciable à la décision rendue. Si vous n'avez pas les moyens matériels, notamment par exemple de communication des décisions, de personnel de justice, la justice est incomprise et à ce moment-là, il y a une défiance. Mais vous noterez, puisqu'on parle de la défiance, le glissement de la disposition d'esprit des syndicats de magistrats. Entre hier où on parlait de la guerre et aujourd'hui où on dit que finalement il vaudrait mieux écouter avant de juger. Et c'est une bonne disposition d'esprit pour un juge, je trouve, de commencer par écouter avant de juger. Vous le connaissez bien, Dupond-Moretti, je crois. Oui. Hein, vous pensez justement que ça va être un bon ministre de la Justice? Parce qu'on le disait tout à l'heure, on sent déjà qu'il est entré dans les habits de ministre de la Justice en très peu de temps, en quelques heures. Mais c'est normal. Sinon, il aurait refusé le poste. Ça ne surprendra que les gens qui ne le connaissent pas. Parce qu'on se disait aussi c'est un bon comédien, donc voilà, bon. Mais et alors, depuis quand la notion d'un bon ministre serait incompatible avec celle de bon comédien? Où est la difficulté? C'est vrai que ce ne serait pas le premier. Mais oui, et dans la tradition des avocats, pour convaincre, il faut commencer par séduire. C'est vrai. Il a commencé par séduire. Et il ne s'adresse pas à la population la plus punk de l'administration française. Le syndicat qui s'est exprimé hier en parlant de déclaration de guerre a oublié une chose. On n'est pas au ministère de l'Intérieur. C'est pas une cogestion entre le ministre et les syndicats. La tradition de la magistrature, c'est quand même d'obéir à son ministre, comme dans beaucoup de ministères régaliens. Donc, évidemment que les magistrats, après avoir manifesté une surprise, voire une distance par rapport à la nomination, maintenant, puisque leur carrière dépend largement du ministre, ils vont venir voir le garde des Sceaux. Bon, Carbon de 16, vous restez avec nous évidemment, Béatrice Bruguère également. On va poursuivre notre débat. Christophe Bordet. La suite du grand débat des vraies voix. Dupond-Moretti peut-il sauver la justice? La justice mal en point en France. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom à 70%. Quelques commentaires. Tiens, John qui nous dit c'est pas en changeant de berger que le pâturage s'éloignera de la falaise. Très joli. Ouais, oui, très joli. Ou alors Marc qui nous dit dans 3-4 mois, il dégagera un caractériel comme lui, ne supportera pas la moindre réflexion d'un magistrat ou du Premier ministre. Nos invités pour en parler. Béatrice Bruguère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, qui est avec nous, et puis Carbon de 16 qui est avocat pénaliste. Tiens, une question à Carbon de 16 justement qui rejoint un petit peu ce qu'on vient d'entendre avec notre auditeur. Si le budget dont on parlait tout à l'heure, le budget c'est le nerf de la guerre, si le budget de la justice en France n'augmente pas, s'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut du Dupond-Moretti, je rappelle que c'est un des budgets, voire le budget le plus faible au niveau européen quand même, ce qui est absolument dramatique quelque part. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, est-ce que vous croyez qu'il est capable d'aller jusqu'à claquer la porte? Oui, il en a le tempérament. Il peut aussi essayer, vous savez, un avocat est habitué à changer de stratégie quand il voit que c'est dans l'intérêt du justiciable. Il peut aussi changer les affectations du budget. Par exemple, des budgets habituellement impopulaires comme le budget pénitentiaire, et c'est l'avantage d'un avocat pénaliste, il connaît l'état de délibrement des prisons, il sait aussi que le politique ne s'y intéresse pas parce qu'un détenu n'est pas prescripteur de vote alors que la victime l'est. Mais lui, il peut avoir le courage de s'attaquer au mauvais état de nos prisons. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi l'impact que ça a sur la récidive. Voilà, et sur la désocialisation des détenus, et par conséquent, la conséquence directement néfaste. Concrètement, il peut faire quoi? Il peut, à défaut d'augmenter le budget dans ces périodes qu'on nous annonce de disette, il peut réaffecter les budgets. Par exemple, je le disais, à la condition pénitentiaire, par exemple pour l'ensemble des justiciables, à l'affectation à l'aide juridictionnelle, qui est une condition d'accès au juge pour une immense partie de la population française, qui est parfois contrainte soit à renoncer à se défendre, soit à accepter de se défendre au rabais. Il peut aussi lutter pour une grande injustice. C'est le fait que, par exemple, dans un contentieux prud'homal, pour sortir un peu de la sphère pénale qui nous occupe beaucoup, où les sujets que les gens connaissent. Eh bien, figurez-vous que l'employeur peut déduire la TVA que lui facture son avocat, alors que le salarié ne peut pas. Donc ce n'est pas le même coût, ce n'est pas le même procès. Eh bien, vous voyez, restaurer un peu d'équité dans les dépenses des uns et des autres parmi les parties au procès
peut-être une préoccupation d'Éric Dupond-Moretti, parce que l'immense avantage d'avoir un avocat, c'est-à-dire un praticien du droit, il n'y a pas que les avocats, c'est que les technocrates qui l'entourent ne pourront pas lui raconter n'importe quoi sur la façon dont se déroule un procès, sur la façon dont la justice est rendue, sur les conséquences sociales qu'emporte une décision de justice. Mais Carbon de 16, je vais vous donner la parole, évidemment, dans un instant, Béatrice, mais encore une petite question. Vous qui êtes avocat, un sujet très, très concret, la réforme des retraites, qui va revenir sur la table, nous dit-on, pendant l'été. Les négociations vont recommencer pendant l'été. On pensait que cette réforme des retraites était abandonnée. Ben non, en réalité, elle ne l'est pas. Et la retraite par points va revenir dans la négociation. On sait qu'elle est défavorable aux avocats. Est-ce que vous espérez que Dupond-Moretti, qui connaît bien le sujet, fasse le nécessaire pour que vous ne soyez pas, vous, les avocats, victimes de cette réforme des retraites, que vous sortiez peut-être de la négociation, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez il peut en être tenté, par rapport à ça? Moi, ce que je tente, c'est que la profession mène une vraie réflexion pour savoir si cette réforme est à son désavantage. C'est le premier point. C'est pas forcément le cas? C'est pas forcément le cas parce que les cabinets ont été mis en grand péril par le confinement, par la suspension du traitement des affaires, et que nos cotisations sont assises sur nos chiffres d'affaires, que par conséquent les cotisations vont fortement diminuer. Moi je pense par exemple aux jeunes avocats. Aujourd'hui, dans 37 ans, on ne pourra pas, c'est-à-dire un avocat qui est déjà en exercice, un jeune avocat, aucune pension de retraite ne lui sera servie si on reste dans le régime actuel. Donc je pense que la bonne question que doit se poser Éric Dupond-Moretti avant une position dogmatique, c'est de savoir où est l'intérêt des uns et des autres, ne serait-ce que pour savoir s'il y aura une adhésion ou non au programme de la réforme des retraites. Béatrice Bruguère. Oui, je voudrais répondre à tout ce que j'ai entendu. Allez-y. Sauf si vous voulez qu'on change de sujet. Non, allez-y, on parlera d'un autre sujet juste après. Oui, non, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Maître Carbon de 16 sur le budget. Je pense qu'en effet, le budget est un des leviers principaux de la réforme aujourd'hui pour le bon fonctionnement de la justice. Nous, ce que l'on demande déjà, c'est qu'il y ait un budget distinct entre le budget pénitentiaire et le budget de fonctionnement des juridictions. Parce que ce que l'on voit depuis des années, c'est que quand on parle d'augmentation du budget, en fait, le budget va principalement sur une affectation pénitentiaire. C'est pour la raison pour laquelle, en fait, les juridictions se dégradent. Deuxièmement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui pointe du doigt la mauvaise gestion aussi au sein de notre administration des deniers de l'État. Donc il y a une vraie réflexion de fond sur la manière dont sont affectés. Il ne suffit pas de dire on veut plus d'argent. Il faut savoir pourquoi faire et surtout comment on le gère. Donc ça c'est un deuxième sujet. Et enfin sur le budget, je pense aussi qu'il faut avoir une réflexion extrêmement approfondie sur l'angle que la justice ne doit pas être qu'un coût, mais elle doit devenir un investissement. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait... Comme l'hôpital, par exemple. Non, mais exactement. On est dans une vision extrêmement budgétaire, où, vous savez, on rogne jusqu'à l'os, exactement comme à l'hôpital, tous les moyens. En fait, c'est une analyse qui est extrêmement négative. La justice doit au contraire devenir un investissement. On s'aperçoit que comme on n'investit pas, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher au final. Je donne un dernier exemple. La crise du Covid a démontré qu'une absence totale de stratégie en termes d'investissement, par exemple sur le numérique, a été un véritable obstacle sur le bon fonctionnement. Tout était à l'arrêt chez vous. La justice, tout était à l'arrêt. On a eu des avocats ici qui ne pouvaient plus travailler. C'est la raison pour laquelle dire il faut plus d'argent, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut plus d'argent pour faire quoi? Comment? Il faut analyser aussi où est-ce que l'on perd de l'argent inutilement. Il y a des procédures qui sont inutiles, qui coûtent cher, et il y a aussi des procédures qui peuvent rapporter de l'argent. Donc c'est une autre vision, c'est une vision stratégique. Voilà. Donc nous, on est très intéressés par la partie budgétaire, bien évidemment. On a plein de propositions et on est contre cette vision, si vous voulez, de diminution ou de fausse augmentation qui en fait est affecté, comme disait Maître Carbon de 16, à des choses qui ne sont pas obligatoirement toujours bien faites. En même temps, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais s'il n'y avait pas de budget hier, je ne vois pas pourquoi il y en aurait aujourd'hui ou demain. Bien sûr. Ça me paraît, c'est pour ça me paraît compliqué. Non, mais c'est pour ça que avoir une personnalité forte
et là qui va se battre pour avoir... oui, s'il a vraiment cette volonté, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Jean-Jacques Urvoas en arrivant dans le ministère, il avait fait des choses aussi en disant d'abord le budget, c'est-à-dire d'abord bien comprendre les fonctionnements de l'État, donc s'entendre aussi très bien avec le ministre du budget, et pouvoir défendre. Aujourd'hui, notre ministère est extrêmement faible en interministériel. On perd nos arbitrages parce qu'on est faible. Avoir un ministre qui a une force du caractère et cette volonté, c'est possible. Philippe Bilger. Ça me fait drôle de passer de mon cher Eric à monsieur le garde des Sceaux. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, bon. Il a une vision charnelle, mais on en parlait tout à l'heure, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui partielle et partielle. C'est une justice qu'il a vue à partir de son formidable rôle d'avocat. Premier point. Deuxième point, il a... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que maintenant, il ne doit plus avoir ce regard partial et partiel, mais il doit avoir un regard qui appréhende l'ensemble de la réalité dont il a la charge. Deuxième point, il a dans son carquois, si j'ose dire, ministériel, l'envie de séparer le siège du parquet. Oui. Ça m'apparaît une excellente initiative. S'il peut la mettre en œuvre, c'est formidable. Mais troisième élément, on oublie qu'il a pratiquement pas plus de 18 mois pour faire de l'opératoire. Et donc, c'est difficile de réformer en 18 mois. Voilà, en dehors de cette réforme, même, en 12 mois, on va compter sur lui, en définitive, pour apaiser, mettre de l'éthique, mettre du droit, mettre de la sérénité dans un univers judiciaire qui n'en a pas énormément en ce moment. Et donc, ce serait assez un paradoxe. Et pourquoi pas qu'Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas quelqu'un de totalement immobile, parvienne tout de même à créer une forme de stabilité et d'harmonie dans un monde judiciaire dont il est devenu le garde des Sceaux. Véronique Langlais, quel est votre sentiment? Moi, je suis complètement autodidacte, mais ce que je pense aussi, c'est que peut-être que son implication favorisera aussi les prochaines présidentielles. Parce que finalement, c'est vrai que le mandat est court, mais si l'ensemble des ministres et de leurs collaborateurs se mobilisent suffisamment, ils seront peut-être crédibles aussi par rapport... Faire bouger les choses et apporter des actions impactantes. L'eau nécessaire au moulin de Macron pour qu'il soit réélu. Mais je pense que c'est aussi peut-être la stratégie de Macron par rapport à ses ministres. Docteur de Rideau. Écoutez, franchement, je lui accorde le bénéfice du doute pour le moment, parce que c'est un type admirable du point de vue professionnel, ça a été rappelé, et c'est vrai que sur l'indépendance de la justice, au-delà des questions de budget, sur l'indépendance de la justice, l'actualité récente a montré à quel point la justice dans notre belle démocratie pouvait être instrumentalisée, peut-être, ce qui est quand même extrêmement grave. Et puis même sur la formation de nos magistrats qui pâtissent, je trouve, d'une idéologie assez monolithique. Je crois que s'il pouvait, je sais qu'il est sensible au sujet, s'il pouvait faire en sorte que nos magistrats aient une formation un peu plus ouverte sur l'ensemble du monde et un peu moins une formation un peu moins idéologique, je pense que ce serait bien. Philippe Rossi? Non, écoutez, je suis comme Jean Dorido et tout le monde, j'attends de voir. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, comme le disait madame, il a une très très grande personnalité, c'est un gueulard, et c'est peut-être grâce à ça qu'il va faire bouger les choses. Oui, peut-être qu'il va faire bouger les choses. En tout cas, moi, dans le discours qu'on a entendu ce matin lors de la passation de pouvoir, il y a une chose qui a retenu mon attention au final. Je n'ai pas entendu un mot dans sa bouche sur la justice civile. Et ça me pose quand même question. Parce que ça veut dire quand même tous les dossiers... des Français, de la justice du quotidien, le surendettement, les problèmes de voisinage, les prud'hommes dont on parlait. J'ai rien entendu. Est-ce que, Béatrice Bruguère, est-ce que ça vous inquiète, par exemple ? Non, ça ne m'inquiète pas, mais votre réflexion est extrêmement pertinente et je crois que ça, c'est un défaut qui n'est pas propre à notre nouveau garde des Sceaux. C'est un défaut qui est propre en général à la médiatisation de la justice qui est toujours sous l'angle pénal. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler du pénal et c'est un tort. La justice civile est extrêmement importante et la justice commerciale aussi, il n'y a pas que la justice civile. Donc encore une fois, attendons de voir, et c'est vrai que le temps est court et compté, comment il va prioriser dans ce temps court, parce qu'il ne va pas tout refaire, c'est pas vrai, comment il va prioriser ce qui lui semble le plus important. Moi, je voudrais juste rebondir, je crois que la formation des magistrats, la manière dont leur carrière est faite, la manière dont leur carrière est gérée, me semble extrêmement importante aujourd'hui pour redonner confiance dans la magistrature et dans la justice. J'attire aussi
aussi votre attention sur le fait qu'il va falloir pour notre nouveau garde des Sceaux qu'il nous aime et qu'il prenne, et ce qui n'a pas été le cas avec Madame Belloubet, qu'il prenne vraiment à cœur de vouloir modifier le statut des magistrats avec bienveillance, et tout le monde sera gagnant au final. Donc Béatrice Bruguère, si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes Brugère. Pardon. Vous êtes en manque de calinothérapie. Non, je ne suis pas en manque de calinothérapie. Je pense que c'est très important pour notre démocratie que la justice soit remise à sa place, que quand il y a des dysfonctionnements ou des choses qui ne vont pas, cela soit dit avec mesure et pertinence, mais il faut absolument que la magistrature et la justice redeviennent une priorité pour notre gouvernement, et ça passe aussi par de la bienveillance. Allez, dernière question avec Carbon de 16. Le nouveau garde des Sceaux visite la prison de Fresnes cet après-midi. C'est vrai que la prison, c'est un gros problème en France, puisqu'on connaît l'état général de nos prisons, bien évidemment. Mais il y a une chose que les Français, de toute façon, ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que des gens qui sont arrêtés soient remis en liberté, jugés 1 an, 2 ans plus tard, soient jugés, aillent en prison, ne fassent pas la totalité de leur peine, ressortent au bout de quelques mois, etc. Ça, les Français, ils n'en peuvent plus. Honnêtement, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'il peut apporter et changer par rapport à ça? Il faut changer des lois, le cas échéant, mais est-ce qu'il peut changer les choses par rapport à ces questions-là? Mais en l'état des choses, il faudrait peut-être rappeler à l'opinion publique que ce n'est pas le sujet du juge, mais du législateur. Le juge est là pour appliquer le droit applicable à la peine. Oui, mais par exemple, les policiers disent souvent le juge ne fait pas le boulot ou la justice n'a pas fait son boulot. Oui, mais vous savez, nous, on ouvre des dossiers dans lesquels les policiers n'ont pas fait leur travail. Donc on défend aussi les victimes, on ne défend pas que les gens qui sont accusés ou prévenus, et on s'aperçoit dans ces cas-là que la police n'a pas fait son travail. Moi, je recevais, avant de vous rejoindre, une femme qui essayait de déposer plainte pour violence conjugale. Elle a été renvoyée du commissariat alors qu'elle insistait pour déposer la plainte, simplement pour pouvoir aller faire constater ses blessures, ce qui est impossible sans le fait de justifier d'un dépôt de plainte. Eh bien, ça, c'est un problème. Il ne faudra pas s'étonner du fait que, dans l'hypothèse où le mari aura été effectivement violent, celui-ci va progresser dans une forme d'impunité, parce que le jour où il y aura enfin quelqu'un pour l'écouter et qu'elle puisse faire valoir les plaies dont elle souffre, eh bien, elles auront disparu, elles auront cautérisé. Béatrice, rapidement. Oui, très rapidement. C'est vrai, c'est le propre du législateur, mais pas tout à fait. On a une politique pénale, on l'a vu, avec des orientations qui sont très claires. Donc on peut aussi, et c'est ce que vous avez rappelé, soit être à contresens de ce que l'opinion attend, ou être dans le sens de ce que l'opinion attend. Ça s'appelle de la politique pénale. On l'a vu, la dernière circulaire de Madame Belloubet, qui est une circulaire de régulation carcérale, vise plutôt à remettre de façon anticipée les personnes dehors avant la fin de peine. Ça, c'est de la politique pénale. Voilà, donc c'est une forme de réponse. Avec Après, en même temps un scandale qui consistait à maintenir des gens en détention sans débat. C'est la première fois depuis la loi des suspects qu'en France, on maintenait des gens en détention. Je voudrais dire sur les gens qui ont été libérés de façon anticipée, une petite chose quand même. C'est que ces gens ont été libérés sans projet, parce que les gens qui sont chargés d'accompagner les projets de sortie de prison et les projets de réinsertion n'avaient plus accès ni aux maisons d'arrêt ni aux centrales à cause de la Covid. C'est-à-dire qu'on est à l'envers d'une politique pénale, précisément, puisqu'on a remis dans la rue des gens qui n'étaient pas préparés à sortir, c'est-à-dire en cumulant sur leur destin toutes les conditions favorables à leur récidive, en même temps qu'on retenait en prison des gens en détention préventive, c'est-à-dire juridiquement présumés innocents, sans débattre de leur maintien en détention et de l'avancée du dossier sur les charges qui pesaient contre eux. Donc là, si vous voulez, ça ne peut aller que mieux. Encore quelque chose d'incompréhensible, effectivement. Bon, merci à vous tous d'avoir participé, en tout cas, au grand débat des vraies voix. Et il y aura d'autres occasions de se parler, évidemment, Béatrice. Carbon de 16, merci beaucoup d'être venu nous voir, bien évidemment.